c'est pas forcément très séduisant en fait, de voir des gens qui font de la tech travailler. Moi par exemple, je sais que je donne envie à personne. Je confirme. C'est marrant. Je donne envie à personne de faire de la tech, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Et ça peut faire peur, ça peut être intimidant aussi. Ça peut être très intimidant. C'est intimidant, même encore aujourd'hui. Après, moi j'ai eu la chance, 2019 finalement, c'était le moment où on commençait à ouvrir la parole sur le fait que il y avait tout un tas de typologies de métiers dans la tech. Et la tech, c'est pas seulement être derrière un ordi, ne parler à personne et ne jamais sourire et pas se laver. Ah, celle-là, j'avais pas vu. Ok. Non, tu vois. Je vous rassure, je me lave. Ah, ouf. Très régulièrement. C'est mieux. Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Mais c'est aussi l'ensemble des hommes et des femmes qui chaque jour y engagent leur vie. Quelle est la réalité concrète de votre quotidien? Quels sont vos défis et comment les relevez-vous? Le Canap Parcours vous donne la parole. Bienvenue. Salut Agathe. Hello Yann. Comment tu vas? Ben écoute, ça va. Et toi? Bah, très bien, journée très ensoleillée aujourd'hui. Ça Donc, fait du bien. va, puisque je suis un être de lumière, là, tu vois. J'adore ce type de... En plus, il fait pas froid. C'est parfait. Donc, pour une fois, c'est pas juste un mirage, ce soleil-là. Il fait vraiment un peu chaud. Donc, c'est Moi, très c'est bien. le temps idéal là pour moi. Alors dis-moi Yann, nous ne sommes pas tous seuls aujourd'hui. Effectivement, Bon. aujourd'hui, nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons une invitée spéciale Génial. avec laquelle j'ai travaillé, qui a un parcours très intéressant. D'accord. Et voilà, c'est Anastasia. Bonjour. Anastasia. Je suis ravie Comment d'être tu là. vas? Bah, très bien. Comme vous le dites, il fait super beau. Vous m'avez fait sortir de mon petit quartier, le 20e, pour l'occasion. Et puis, non, mais j'ai hâte d'échanger avec vous sur ce sujet. Ben, on a hâte aussi. Hein. Mais on enchantée, a plein de choses Anastasia. à se dire. Je voilà. crois bien. Alors quel est notre sujet d'aujourd'hui alors, en présence d'Anastasia? Alors aujourd'hui, moi j'ai bien voulu qu'on aborde le sujet des reconversions professionnelles. Oui. Parce que c'est le parcours d'Anastasia et c'est très différent en fait de ce qu'on a pu vivre, que ce soit toi ou moi. Toi un peu moins. Que oui, Toi moi un peu aussi. moins, Hein. parce que Ouais, tu as quand même fait quelque chose comme ça, mais Ouais. surtout moi Ouais. qui ai eu un parcours très linéaire. Exact. Où, disons que des fois pour blaguer avec Anastasia, je dis toi tu sais faire plusieurs choses. Moi j'ai fait qu'une seule chose toute ma vie. Si demain il n'y a plus ça, je sais pas ce que je fais. Tu vois. Et donc Ça c'est le propre des femmes, excuse-moi. On sait faire plusieurs choses à la fois. oh là Oula. là, Comme je te disais tout à l'heure, pas forcément. Oh là là. Donc voilà, c'est un peu autour de ça qu'on va discuter. D'accord. On va avoir un peu le retour d'expérience d'Anastasia. Ce Avec qu'elle a plaisir. fait, Ouais. pourquoi elle a fait, et ça va nous enrichir et puis enrichir aussi nos auditeurs. Très bien. Voilà. Donc Anastasia, pour commencer tranquillement, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr. Alors, moi, je suis Anastasia, j'ai 36 ans. Et, enfin, non, je me vieillis en plus. Oh là là. Ça commence bien. 35. D'accord. Voilà. Moi, j'ai d'abord commencé par une école en fait, de commerce. Et j'avais une envie particulière qui était de travailler dans le luxe. Ouh là là. Et oui, comme pas mal de jeunes filles, je crois. D'accord. Et donc, en sortant d'école de commerce, en fait, j'ai d'abord travaillé dans tout ce qui était diamant. Diamant? Ouais, des diamants. Eh ben, Et oui. c'est que je pense que j'ai jamais vu de diamant moi. Donc c'était une c'est expérience super. un peu exceptionnelle pour commencer. Donc j'étais d'abord sur Paris, donc j'ai commencé vraiment tout en bas par vendre des diamants, donc chez De Beers, marque de chez LVMH. Et à l'issue de ça, j'avais envie d'un peu plus, de voir comment ça se passait dans les bureaux, me challenger. Et il se trouve qu'il y avait une opportunité de partir à Londres. Et donc, ça s'est décidé en 2 semaines. Waouh. D'accord. Je suis partie à Londres. Et là encore, j'ai passé quelques mois en vente et l'objectif c'était que je monte dans les bureaux après coup, où là je serais en charge de tout ce qui était relations presse, gestion des célébrités, etc. Et donc c'était passionnant. Je suis restée là-bas 1 an et demi au total. D'accord.
Puis après, en fait, j'ai eu une opportunité chez Louis Vuitton. Pareil à Londres, D'accord. dans la partie événementielle. Mhm. Je me suis éclatée. C'était D'accord. trop sympa. Non, Mhm. c'était super sympa comme expérience. Mhm. Mais est venu un moment donné dans ma vie où je me suis dit, mince, je suis plus trop sûre d'avoir envie de rester à Londres. Je crois que je suis arrivée au bout, ma famille me manque, la nourriture D'accord. me manque. C'est souvent la nourriture. Ouais, Souvent la nourriture. c'est vrai. Et donc, il a fallu tout remettre en perspective et se dire, mince, qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je rentre à Paris et je fais plus ou moins la même chose ? Ou je pars sur quelque chose de complètement différent ? D'accord. Et par la force des choses, en fait, j'ai trouvé un job dans une agence de com spécialisée dans la tech. Donc en gros, ils avaient des comptes clients comme GitHub, Dell, D'accord. etc. Et à force de discuter avec les gens, forcément, tu mets le nez dedans. Voilà mon D'accord. introduction. Ok. D'accord, c'est très intéressant comme parcours. Tu vois, partir vraiment d'école de commerce à la tech, Ouais. moi, ça m'a vraiment interpellé la première fois qu'elle m'a un peu décrit Bien sûr. son parcours parce Ouais. que j'ai souvent vu l'inverse. Tu vois, j'ai vu des gens qui sont des techniciens Ouais. et qui ensuite finissent par faire du commercial, du marketing. C'est vrai, ça revient Mais- souvent. Ah ouais. Ce trajet inverse-là, disons, les dires de tout le monde, c'est toujours plus difficile. Ouais. Ce que tout le monde dit en fait. Et ça, faire ce choix de venir dans ce sens-là, alors que je crois qu'il n'y avait pas nécessairement de contraintes qui faisaient que tu n'avais pas le choix, il fallait que tu fasses un truc. Alors, vraiment, je pense que j'étais arrivée au bout de ce que j'avais vu dans la communication. Mhm. Je me sentais plus... en fait, je voyais plus d'avenir, les perspectives me semblaient limitées et j'avais envie d'être challengée un peu plus tous les jours. Et c'est là où, à force de discuter avec des gens dans la tech, je me rendais compte, tu vois, des enjeux. Mhm. Je vais être transparente, il y avait aussi le fait qu'il y avait peu de femmes et je me disais que c'était aussi un challenge. Mhm. Et il y avait une autre variable qui était importante pour moi, c'est que c'était à portée de main. C'est-à-dire qu'il y avait des formations courtes Ok. qui permettaient de le faire. Je ne m'engageais pas sur 3 ans d'études, Ouais. je m'engageais sur quelques mois. Donc au pire, même si ça n'aboutissait pas, bon, j'aurais perdu quelques mois, j'aurais appris des trucs et puis c'était pas non plus la fin du monde. En fait, ce que je voulais savoir, c'est que tu as basculé donc, de la communication dans le luxe et ensuite tu as basculé dans la communication de la tech. Oui. Déjà, rien que là, il y a une gap. C'est-à-dire que tu te lances comme ça, en fait, tu te challenges finalement Ouais. avant la reconversion. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'avais Ouais. jamais pensé comme ça, mais tu as tout à fait raison. Alors, je pense qu'une partie de moi avait été déjà un petit peu curieuse D'accord. de savoir quels étaient les enjeux. Et ça a été finalement une bonne première étape Ok. pour vraiment me lancer. Mhm. Ça vient pas non plus de nulle part, en Ouais. toute transparence. Mon père et mon frère sont dans la tech. Ok, d'accord. Ah, L'influence. J'ai été un peu D'accord. influencée, peut-être. ok, très bien. Et puis j'avais aussi des amis proches qui avaient fait des formations qui avaient abouti à un succès. Donc je m'étais dit pourquoi pas creuser. Après, Très bien. je pense que, bon, là, on rigole en disant l'influence et tout, mais je pense que ton mérite, il n'est pas... il faut pas le réduire, en fait, tu vois, parce que c'est pas forcément très séduisant, en fait, de voir des gens qui font de la tech travailler. Moi, par exemple, je sais que je donne envie à personne. Je de faire confirme. de la- C'est marrant. Je donne envie à personne de faire de la tech, tu vois. Et je ne sais pas pour ton frère et ton père, peut-être qu'ils sont un peu, qu'ils sont un meilleur étendard que moi de ce qu'on fait, tu vois. Mais je me dis, au vu de ce que j'ai vu, moi, des gens qui font de la tech, des gens qui sont vraiment bons en tech, qui aiment ça, de l'image qu'ils dégagent et de la perception qu'on a de nous dans l'environnement social actuel, ça donne pas très envie. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Et ça peut faire peur, ça peut être intimidant aussi. Ça peut être très intimidant. C'est intimidant, même encore aujourd'hui. Après, moi j'ai eu la chance, 2019 finalement, c'était le moment où on commençait à ouvrir la parole sur le fait que il y avait
un tas de typologies de métiers dans la tech. Et la tech, c'est pas seulement être derrière un ordi, ne parler à personne et ne jamais sourire et pas se laver. Ah, celle-là, j'avais pas vu. Ok. Non, tu vois. Je vous rassure, je me lave. Ah, ouf. Très régulièrement. C'est mieux. Et que du coup, fallait aller au-delà de ces stéréotypes qu'on avait ancrés, quoi. D'accord. Intéressant. Bon, du coup, je pense que pour bien comprendre ce que tu dis quand tu dis que tu étais arrivé, tu sentais que tu arrivé au bout, en fait. Faisons un petit focus sur ce que tu as fait avant, justement, la reconversion. Disons, je te regardais pendant que tu expliquais, tu souriais beaucoup, ce qui me fait me dire que tu aimais vraiment ce que tu faisais en communication, que c'était vraiment, vraiment stimulant et tout. Et donc, à quoi ça ressemblait ton quotidien, en fait? Eh ben, c'était quand même assez exceptionnel, je dois dire, parce que le luxe, en général, tu travailles avec des produits qui sont exceptionnels, une clientèle exceptionnelle aussi. J'ai eu la chance de vivre des moments un petit peu hors du temps. Et mon travail, par contre, était un peu redondant. C'est-à-dire que finalement, j'étais arrivée à un mode de croisière, tu vois, où ce que je faisais, je le connaissais. Je rentrais chez moi, je coupais. Et puis le lendemain, la machine se lançait, j'avais pas besoin de réfléchir 40 000 ans, quoi. Donc ça pouvait aller, par exemple, pour vous donner un exemple, à Londres, pendant un mois, il y avait une exposition Louis Vuitton où il fallait organiser 80 événements. Waouh. 80 événements, non, c'était sur 3 mois, je pense. Mais en gros, pour te donner un ordre d'idée, donc ça nécessitait d'être en contact avec les différents prestataires, mettre en place tout ce qu'il fallait et puis gérer de bout en bout. Donc c'était stimulant, mais aussi extrêmement intense. J'ai adoré ce moment-là, mais comme je disais, j'arrivais à un moment donné où je connaissais mon métier et tous les jours étaient un petit peu les mêmes. D'accord. Et aussi, un point que je trouve intéressant, mais pas forcément pertinent à voir, c'est que c'était très féminin. C'était un milieu très féminin. D'accord. Et finalement, est-ce que j'ai fait une bascule complètement? J'ai une bonne question par rapport à ça. Justement, on a tendance à dire que justement, quand on travaille dans un environnement assez féminin, cet environnement-là est des fois toxique. Est-ce que tu confirmes cet adage? Alors, ça dépend. D'accord. Mais globalement, oui. Ok. Oh là là là. Ok. En tout cas, dans mon cas. Ouais. Parce que ouais. aussi, il y avait ce côté où LVMH, grand groupe, finalement, on sait qu'il y a d'autres gens qui attendent pour prendre Bien ta sûr, place, oui, c'est clair. toute Ouais, honnêteté. Beaucoup de lutte de pouvoir. Voilà. Et puis le rapport à l'image aussi. le rapport non? à l'image. Et ça crée une certaine ambiance. Ouais. J'ai l'impression que tu mesures tes propos. Ok. À quel moment est-ce que tu commences à ressentir cette lassitude? Là, je vois, je comprends ce que tu dis, qu'il y a une grosse routine qui s'est installée. Oui. Donc, il n'y a plus aucun challenge. Tu sais ce que tu dois faire, tu déroules. Je pense que ça a dû jouer dedans. Donc bon, là, c'est vraiment à quel moment, et est-ce qu'il y a d'autres éléments en fait qui déclenchent ce truc-là? Alors, il y en a plusieurs, je pense, en toute sincérité. Il y a aussi le fait que c'est un élément annexe, mais j'ai acheté une maison en Normandie et où je me suis dit, mince, finalement, je suis constamment au bureau, j'ai peu de flexibilité dans mon boulot aussi. Il y avait le fait que justement, j'ai discuté avec des personnes de la tech qui m'ont donné envie d'aller creuser cette partie-là. Et justement, la dernière expérience à Paris, dans une agence de communication, a été un peu destructrice. D'accord. Dans le sens où vraiment il y avait peu de reconnaissance et une perte de sens totale dans ce que je faisais. D'accord. Et donc j'avais vraiment besoin de sens. Ok. D'accord. Et à force de discuter avec des gens, je me rendais compte qu'il y avait vraiment des enjeux. À ce moment-là, c'était pas complètement clair dans ma tête, en toute transparence. J'étais plus en mode,
tu sais que t'as pas envie d'être là où tu es. Il y a quelque chose qui te plaît, tu saurais pas l'expliquer plus que ça, mais ça te plaît, tente. D'accord. Donc, je vous donnerai pas une réponse ultra ferme, quoi. D'accord. C'est normal. Au-delà de cette réflexion, comment t'es venu justement le choix des différentes formations? Parce que là, en termes de reconversion, je sais que dans ce type de métier, pour les avoir recrutés, généralement, c'est des profils qui ont un bac+5, voilà, qui ont un parcours assez linéaire. Comment t'es venu le choix de la formation? Mais si tu veux, juste avant que Anastasia réponde à cette question, pour pouvoir facilement enchaîner après, c'est quand tu quittes Londres et que tu reviens à Paris, tu fais toujours de la communication, mais en fait, tu pars dans un autre domaine, complètement différent. Parce que t'as toujours... Donc, comme Agathe disait il y a quelques minutes déjà, tu sors déjà un peu de ta zone de confort. Là, est-ce qu'il y a une raison en fait qui explique ça? C'était, alors, en toute transparence, un peu par dépit, parce que je suis tombée sur ce poste, il était ouvert et j'étais là. D'accord. Et finalement, les enjeux qu'on m'a présentés me paraissaient intéressants. Et je me suis pas plus posé la question que ça à ce moment-là. Et c'est vraiment lorsque j'ai mis les pieds dedans, ça m'avait jamais traversé l'esprit avant en fait. Ça c'est important, c'est que ça m'avait jamais traversé l'esprit. Ok. Vraiment. D'accord, intéressant. Comme quoi, souvent l'environnement où tu te trouves en fait peut déclencher certains trucs chez toi certaines vocations, que tu n'envisageais pas et puis voilà, tout peut bien se passer après. J'irai même plus loin, je dirais les rencontres. En fait, souvent, c'est les rencontres, la façon dont les gens parlent de leur métier et sont capables de t'inspirer. Et moi, c'est vraiment ça, souvent, qui me stimule. Et là, dans ce cas-là, c'était flagrant, en fait. C'est à force de voir des gens parler de leur métier avec passion, expliquer ce qu'ils faisaient au quotidien. C'est là que moi, ça m'a donné envie d'aller dans cette direction aussi. Donc, l'envie, oui. Et du coup, le choix de la formation. Oui, le choix de la formation. Pas facile, parce que c'est un peu le... Pas évident. Il y en a pour toutes les bourses et tous les goûts. Ouais. Donc, de toute façon, tu n'as pas énormément d'options quand tu veux faire une reconversion. Tu ne vas pas aller faire une école d'ingénieur. Ça dépend de ton âge, ça dépend de tes moyens, etc. Mais globalement, en fait, tu as des formations accélérées. Donc, tu avais des formations type Le Wagon, qui étaient plus en 6 mois, avec des gros projets, etc. Et tu avais des formations professionnalisantes dans des instituts, comme celle que j'ai choisie. D'accord. Et la raison pour laquelle je l'ai choisie, c'est que j'avais un ami proche de moi qui avait fait cette formation et qui avait réussi à trouver du travail derrière. D'accord. Donc, pour moi, c'était vraiment un gage de qualité. Et le deuxième point, c'est que cette formation me permettait d'être financée à 100%. Génial. Et donc ça, c'était un énorme point pour moi, dans le sens où quand tu te lances dans ce genre de choses et que tu n'es pas complètement sûr de toi, c'est quand même rassurant de savoir que tu es soutenu. Tu ne vas pas perdre d'argent, tu es soutenu. Et il y avait également le fait que la formation, à l'issue de ça, il y avait un stage. Et pour moi, je voyais pas comment tu pouvais réussir une reconversion sans cette étape-là. Ok. On pourra en rediscuter si vous voulez. Mais c'était vraiment un critère pour moi. D'accord. C'était quoi le contenu de la formation? Alors c'était un petit peu fourre-tout. C'était orienté JavaScript déjà, mais plutôt juste front, back, les librairies, genre par exemple React, du Node.js, des mini-projets. Mais en 4 mois, honnêtement, ça va très très vite. D'accord. On n'a pas énormément vu tout ce qui était bas niveau, hardware. Parce que vous n'avez pas fait de C, de Java. Non, du tout. Parler de pointeurs. Voilà, des choses compliquées. Eh non, Yann. On n'a pas parlé de ça. Je veux bien que tu m'en parles. Et ça t'a tout de suite plu? Alors. Il y a eu toute une phase où ça a été très compliqué de me mettre dedans. D'accord. Très très compliqué, parce que déjà de 1, ça va très vite.
très très vite. Et je suis persuadée qu'il y a certaines choses qui prennent du temps à être assimilées, qu'on le veuille ou non, en fait. Et donc au début, c'était un petit peu difficile de se rendre compte que je comprenais la moitié des choses. Ouais. Mais j'aimais quand même tout ce qu'il y avait autour, de savoir que j'allais pouvoir construire un produit de A à Z, que si un jour je voulais monter mon entreprise, je serais peut-être capable de soit m'adresser à une équipe, soit moi-même prendre en main un projet. D'accord. Et ça me plaisait beaucoup, j'avais l'impression de pouvoir avoir une certaine liberté. Mais c'est vraiment la révélation, ça a été au moment où j'ai fait ce stage justement. Ok. Et c'est là où, si un jour je devais donner un conseil à quelqu'un qui fait une reconversion, c'est choisissez une formation où il y a une expérience à la fin. Ok. Ça peut être décisif dans le succès ou l'échec. D'accord. Et la recherche de stage, justement, ça n'a pas été trop complexe? J'en ai pas un souvenir, pas un mauvais souvenir de cette phase-là. D'accord. Parce que 2019, c'était une période particulière. C'est vrai. C'est-à-dire que j'ai commencé la formation, c'était pas encore le confinement. Oui. Le confinement est arrivé entre-temps. Il y avait une recherche de profils tech, D'accord. de femmes, qui plus est, dans ce moment-là, qui était énorme. Et donc, globalement, en fait, j'ai eu pas mal d'échanges avec différentes boîtes et ça s'est fait assez rapidement. Mais au sein de la formation, en toute honnêteté, il y a eu, je dirais, 50% où c'est passé et 50% où ça a cassé, quoi. Okay. Et c'était principalement lié à ce stage de fin de cursus. Parce que, par exemple, il y a des personnes qui ont eu des stages purement WordPress, où là, c'est difficile d'appliquer tes compétences, ou des stages qui sont ultra restreints. Ouais. Et quand tu fais une formation comme ça, on peut pas te dire qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire du front, du back, de la data? C'est trop tôt. Tu sais même pas de quoi tu parles. Et donc, certaines personnes se sont retrouvées restreintes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un stage où on m'a laissé toucher à plein de choses. Et c'était un stage plutôt long? C'était, au total, je pense que ça a dû faire 5 mois. D'accord, oui, quand même. 5 mois, ouais. Ok. Et donc, à l'issue de ce stage, je suppose que tu as validé ta formation? Oui, tout à fait. Ouais. Et comment s'est passée la recherche d'emploi? Parce que là aussi, c'est le nerf de la guerre. Hein. Oui. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que, justement, j'ai fait un entretien avec Welcome Track, donc ma boîte actuelle. D'accord, ouais. Le CEO m'a pris en stage et à l'issue de ce stage, il m'a proposé un CDI. Donc les choses se sont faites où dans la continuité, j'ai pu faire ce stage et puis continuer de creuser les sujets. Quand ça se passe comme ça, c'est l'idéal. C'est très bien. Bon, c'est vraiment idéal. Disons, on pourra parler de Welcome Track après, surtout que je pense qu'on aura un invité spécial de Welcome Track un peu plus tard. Mais c'est une boîte avec... Ils ont un esprit assez particulier. Oui, d'accord. Ah, c'est sûr. Il y a un esprit assez particulier au sein de cette boîte, qui est naturellement insufflé par le dirigeant et les équipes. Mais disons que pour ce que Anastasia nous raconte là, je pense qu'il aurait difficilement pu avoir un environnement aussi adapté en fait, pour l'exploration. Quoi. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment, en fait, déjà quelqu'un qui te laisse ta chance en tant que reconverti, c'est énorme. Qui plus est, encore une fois, c'était un environnement particulier, c'est-à-dire que j'ai jamais rencontré Fred ni l'équipe avant de commencer dans l'entreprise. Ah oui. Comme c'était le Covid, donc c'était vraiment exceptionnel comme approche. Ouais. Et puis après, en fait, Fred, c'est quelqu'un qui donne sa confiance. Et donc, ça permet de toucher à plein de choses. Ça permet de dire, est-ce qu'on pourrait pas faire comme ça? Et puis challenger les choses. Et quand tu viens de commencer, d'avoir cette possibilité-là d'échanger vraiment sur tout un tas de sujets, si t'es curieux, c'est pain béni. C'est top. Pain béni. Mais là, du coup, moi, j'ai une question. C'est, ok, tu fais ta formation, je crois, c'est quoi, 5-6 mois? C'était 4 mois au total. 4 mois, encore même 4 mois. Disons que je parle avec mon biais d'ingénieur logiciel qui a eu une formation de, disons, de 5 ans autour de ça, très scientifique, très mathématique,
et qui avait déjà commencé à coder même avant son bac. Tu vois. Je prends ce biais-là en fait. Ouais. Et je me dis, il y a tellement de choses en fait à savoir, sachant que en dépit de tout ce parcours que j'ai pu avoir là, quand j'ai commencé mon premier boulot, les 2 premières semaines, j'étais déboussolé. Je me disais, non mais je comprends, je ne performe pas, je mets du temps sur des petites fonctions, je mets du temps à comprendre des petites portions de code. Alors que, ça c'était mon impression à moi, mais mes collègues en fait, pour eux, je me débrouillais bien, ils étaient contents, tu vois. J'ai quand même eu ce ressenti. Pour toi, qui a eu toute une vie avant, fait 4 mois de formation, disons, aujourd'hui, je pense que tu le sais, mais vraiment axé sur des technologies spécifiques, quand tu arrives sur ce poste-là et que tu tombes dans un environnement où, oui, il y a ces technologies, mais elles tournent sur du cloud, il y a d'autres langages qui sont à côté, il y a toute l'architecture du service, en fait. Comment tu te sens en ce moment-là? Eh bien, c'est une très bonne question. Merci de la poser. Alors, je vais être cash. Les 3 premiers mois, non, j'exagère peut-être, les 2 premiers mois, sur chaque réunion qu'on a eue, je n'ai pas compris un mot. Waouh! Vraiment. Et ça a été très difficile parce qu'il y a un moment donné où tu n'es pas préparé à ça. En plus, on est dans un domaine où il y a beaucoup de spécificités métiers. Ouais. Donc, c'est pas seulement la technique, ça va au-delà. Et ça fait remettre tout en question parce que tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je poursuis? Et comment je vais faire pour monter en compétences? Et je me rappelle de ma petite victoire où il y a eu un jour où en réunion, j'ai compris la moitié de ce qu'on disait. Et je me suis dit, waouh! Ça rentre, ça progresse. Mais les premières semaines, je m'en rappelle très bien, en fait, je ne savais rien faire. C'est-à-dire que je faisais une fonction, ça retournait rien, j'avais pas mis de return. En fait, c'est juste que je ne savais pas, j'avais pas assez pratiqué, j'avais pas eu assez de cas concrets pour vraiment comprendre ce que je faisais, et ça s'est fait sur le tas. Et j'ai eu la chance d'avoir justement, encore une fois, une équipe qui prenait le temps, qui comprenait aussi qu'il y avait besoin que ça rentre. Mais tu tombes de haut quand tu sors d'une formation et que, oui, tu travailles avec des gens qui ont soit fait des écoles d'ingé, soit qui sont très forts, qui ont eu le temps de tester plein de trucs. Et toi, t'as rien testé, t'arrives, tu comprends rien. Oui, et puis ils sont pour la plupart, bon, je sais pas si tu aimes bien ce terme-là, il y a le geek. Donc, mais oui, vous êtes dans votre planète, pas tout le monde, mais pas tout le temps. Hein? Il faut casser un peu ce... Il y a Anastasia qui est là. Ah ouais, mais je suis pas geek. Donc tu parles du geek là, pour le coup. Ou alors je suis très geek. Peut-être que c'est bien que tu parles de ces failles-là. En les connaissant, est-ce que tu as eu le réflexe, par exemple, de demander de l'aide, un accompagnement, ou tu étais un peu peut-être frustrée et tu n'osais pas aller vers tes collaborateurs? Alors, au début, j'avais pas mal honte. Ben oui. Je me disais que j'allais être un frein pour l'équipe. Et donc, en fait, ce que je faisais, c'est que comme j'ai la chance d'avoir mon père et mon frère qui sont dans le domaine, c'est que je leur calais des points le week-end pour leur poser toutes les questions sur ce que j'avais pas compris. Et même là, le chemin me paraissait impossible, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, je n'osais pas forcément poser les questions directement à l'équipe. Et je vais être transparente, le biais de ce genre de formation, c'est que ça, c'est dur. Mais tu as tendance à te dire que c'est cette partie-là qui va être dure. Mais pour moi, c'est encore dur aujourd'hui. Parce que, en fait, le fait que j'ai des lacunes sur tout un tas de choses de base, sur du hardware, sur des concepts, etc., il y a des fois où oui, ça peut me créer une différence d'une façon de penser à une autre. Après, je pense que j'ai aussi appris, à travers ça, à me dire
quelles sont les autres compétences transverses que j'ai acquis dans mon autre vie, Super, qu'on ne jette pas à la poubelle. Exact. Parce que l'objectif, c'est que je voulais pas non plus jeter ces compétences à la poubelle. Comment je peux les appliquer dans mon poste actuel pour quand même être quelqu'un dans l'équipe qui a des choses à apporter Bien autrement, sûr. peut-être. Ouais. Et je pense que c'est là la différence entre un profil reconverti et un profil qui sort d'école d'ingé, c'est que on peut apporter des choses peut-être un peu différentes. Ouais. Et voilà. Et être D'accord. manager peut-être aussi un peu différent. Ouais. Mais c'est vrai ce qu'elle dit, parce que, bon, comme elle écrit, et comme, bon, je pense que tout le monde a pu comprendre à travers la discussion qu'on a là, c'est que nos profils sont très différents, et donc naturellement, on communique très différemment. Des fois, par exemple, dans des réunions, en fait, c'est que ça peut partir au clash, pas avec elle, Ouais. avec d'autres personnes dans notre équipe. Ah, ça c'est le petit atout. Sans que ça ne crée vraiment, disons, de tension, tout le monde est fâché et tout. Ouais. Mais on n'est pas d'accord et puis chacun explique son point de vue. Ouais. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire, concrètement. Ouais. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais pourquoi tu le fais, tu as réfléchi et donc quand tu discutes avec conviction. Quoi. Exact. Tu vois. Ouais. Et ça peut créer des tensions. Mais elle, Ouais. pour l'instant en tout cas, Ouais. elle n'a jamais eu de discussion houleuse de ce type-là. Et D'accord. donc ça, je pense que ça doit en partie au moins venir du fait qu'elle était dans la communication. Exactement. C'est quand elle était confrontée à des clients qui peuvent venir avec des esprits plus ou moins perchés et qu'il faut quand même que tu trouves le moyen de les satisfaire, de leur offrir une expérience client qui soit, disons, exceptionnelle, qu'elle a été dans des milieux exceptionnels. Bien sûr, ouais. Tu vois, tu développes une façon de communiquer, une façon de parler. Ouais. Chose que nous, on n'a pas. Parce qu'on est resté entre nous pendant longtemps. Exact, Tu vois. ouais. Et tu as au moins ça Ouais. que tu vois clairement, en fait, qui est différent. C'est marrant. Ah, et c'est un atout qu'elle a. Mais je trouve que c'est complémentaire, tu vois. Plus je vois notre équipe, plus je me dis que c'est complémentaire. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir être pertinente sur certains points et faire valoir certaines opinions à ma façon. Et puis vous faites avancer les choses aussi des fois en mettant le point sur la table et en disant « là non, c'est pas comme ça ». Ce que je saurais pas forcément faire, mais c'est aussi un peu mon caractère en dehors, honnêtement. J'aime pas trop le conflit de base. Tu as raison, le conflit, ça n'apporte pas grand-chose en général. D'accord. D'accord. Et, disons, là, on a parlé de tes premiers pas dans la tech. Là, ça fait un petit moment que tu es dedans. Ouais, ça commence à faire. Comment ça s'est passé depuis ces premiers pas là? Et ben, du coup, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs typologies de boîtes. Ouais. Je suis d'abord restée chez Welcome Track. Donc là, je suis restée 1 an et demi, donc ce qui m'a permis, tu vois, de faire plusieurs projets, D'accord. de les mener à terme, de voir des équipes différentes. Parce que quand je suis arrivée, en fait, on était 3 devs et l'autre personne qui était là avec moi au quotidien était issue de la même formation que moi. Ah, tiens donc. Donc finalement, on était un peu pareil. Ouais. Puis après, on a recruté Yannick, où là, finalement, c'était complètement différent parce que pas du tout le même profil, plus senior aussi. Ouais. Donc j'ai appris plein de choses. Et après, moi, je me suis retrouvée face à l'envie de voir une structure un peu plus carrée, un peu plus grande, D'accord. structurée, avec des process, voir ce que ça donnait. Ouais. Et il s'avère que j'ai été contactée en fait par la Redoute qui cherchait quelqu'un pour leur équipe data. D'accord. Ils avaient un projet en fait d'exposition de la donnée et pour ça il fallait qu'ils créent une plateforme de zéro. Et donc en gros moi l'idée c'était que je rejoigne l'équipe data et que je travaille sur ce projet. Ok. Donc ça a été un challenge en toute honnêteté parce que j'étais dans l'équipe data. Ouais. Mais je faisais quelque chose que personne dans l'équipe ne faisait, tout en devant m'intégrer à l'équipe data. Et donc le challenge, ça a été de prendre un peu de data, faire du data engineering, etc. Donc découvrir autre chose, tout en menant à bien ce projet. Ouais. Et franchement, super enrichissant à tout niveau. Là, pour le coup, c'était structuré. Je pense que Trop pour moi. c'est
sûr que c'était beaucoup plus subtil. Les grosses boîtes, Oui. c'est très industriel. Et oui, là pour le coup, tu vois, il y avait de la non-régression, des QA, les cartes étaient carrées. Enfin, il n'y avait pas de place à l'improvisation. Et encore, je dis ça, l'équipe data était une petite équipe quand je l'ai rejoint. C'était 20 personnes, donc ça fonctionnait un peu comme une start-up dans la boîte, tu vois. Genre, et donc, franchement, je me suis bien éclatée, j'ai appris plein de trucs, mais c'était pas pour moi, quoi. C'est trop structuré, j'avais du mal à juste... En fait, la réalisation que j'ai eue à ce moment-là, c'est que je suis pas faite juste pour livrer du code sans comprendre ce que ça vient faire derrière, et l'impact, le business, etc. Et je me suis dit mince. En fait, tu as trouvé ça trop abstrait, en fait? Bah, en fait, j'avais du mal à juste délivrer du code sans comprendre pourquoi je le faisais. D'accord. Qu'est-ce que ça allait servir et quel était l'objectif derrière. Et du coup, j'avais l'impression d'être un peu devenue une machine à code. Mais... On revient à cette notion de sens que tu donnes à ton complètement. Travail. Et ça, et le fait aussi que ma vision du métier de développeur, c'est pas juste être derrière mon ordi et coder. D'accord. Pour moi, ça va plus loin. J'ai besoin... En étant encore, à cette époque-là, notamment très junior, j'ai besoin d'interaction, de comprendre ce que je fais et donc d'interagir. Ok. Et j'avais l'impression d'être un petit peu dans mon coin à faire mes trucs. Et ça me manquait un peu ce côté interaction. C'est ce qui me plaisait énormément chez Welcome Track dans mon poste précédent, c'est de pouvoir, si je voulais, un jour participer à du recrutement, le lendemain travailler sur un projet, après gérer des specs parce que quelqu'un n'avait pas eu le temps de les faire. Et du coup, c'était ultra stimulant. D'accord. Et là, non, ça me manquait beaucoup. Voilà. Ok. Mais c'est un peu le propre, ça, disons, de ces deux environnements-là. Moi aussi, j'ai eu l'opportunité d'expérimenter ces deux types d'environnements. Quoique j'ai eu, disons moi, plutôt de très bonnes expériences dans l'un ou l'autre de ces environnements. C'est que dans les petites boîtes, en général, parce que j'ai pas fait toutes les petites boîtes qui existent, il y a plus de place pour l'expression un peu de la créativité ou de la motivation même du collaborateur à explorer, à découvrir d'autres domaines. Et ça, c'est au moins en partie parce que c'est une petite boîte, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, on a besoin de gens polyvalents. Oui, tout à fait. On a besoin de personnes qui aujourd'hui, disons, on va parler que de trucs tech, peuvent faire du code, peuvent se retrouver à déployer des services dans le cloud. Voilà. Peuvent se faire de l'infra, de la data, des personnes qui peuvent entrer dans tous ces sujets, qui ont la capacité en fait pour traiter une bonne diversité de sujets. Dans les grosses boîtes par contre, c'est déjà devenu très industriel. On a un produit, disons, où tout est carré, tout est défini. Donc on rajoute des trucs, on teste. Toute l'infrastructure pour pouvoir maintenir le produit et livrer rapidement est déjà clair et installé. En général, c'est ce qu'on a. Et dans ce type d'environnement-là, tu as de grosses équipes, des équipes plus ou moins cloisonnées sur leur domaine et chacun fait ce qu'il a à faire. Donc, quand il y a une nouvelle fonctionnalité à rajouter sur le produit, ça va être divisé en tâches, c'est ce qu'on veut dire, en petites tâches vraiment atomiques. Et tu prends ta tâche, tu fais ton code, j'ai demandé, tu pousses sur le repo, tu la rends disponible à tout le monde, on va dire. Ça va être testé, s'il n'y a pas de problème, c'est intégré au code qui va servir à construire le produit final. Donc pour finir, en fait, tu te retrouves souvent à faire des petits trucs dans ton coin, mais tu peux facilement ne pas avoir de vision globale en fait, de ce qui va être livré, de ce qui se passe. Voilà. Toi, et quelque part, c'est pas ce qu'on te demande. Oui, c'est vrai. Voilà. On n'a pas besoin de toi pour comprendre je comprends ce que disons, tu veux dire. l'image globale. Quoi. On a besoin que tu sois en capacité de traiter ces petites tâches-là. Donc, si tu as besoin de beaucoup d'espace d'expression, tu es très curieux, c'est peut-être bon pour comprendre en fait comment fonctionnent les process dans une grande entreprise, savoir comment travailler avec des process. Bon, au bout d'un moment, on se lasse forcément. Mais en fait, là où je vous entends parler essentiellement de tech, mais moi, de mon regard aussi par rapport à mon expérience, j'ai un petit peu la même vision, c'est-à-dire qu'au-delà de la tech,
tu as également des métiers qui sont très cloisonnés dans des grands groupes. Oui, tout à fait. Et tu peux déployer en fait ton plein savoir-faire au sein de start-up ou de petites entreprises. Donc je pense que généralement c'est le propre de ces deux environnements-là. Ouais. Après, moi je rebondis sur ce que Yann a dit, c'est que avec le temps, je me suis aussi rendu compte que en tant que personne dans la tech, si tu veux pouvoir challenger d'une manière ou d'une autre ce que tu fais, et c'est la partie aussi intéressante, il faut que tu sois capable de comprendre là où ça vient s'inscrire. Et d'une certaine façon, quand tu es juste avec des œillères à regarder un tout petit bout de ce que tu fais, t'as pas l'opportunité justement de te dire est-ce que ce que je fais c'est bien et ça vient vraiment apporter quelque chose. Alors que quand tu as la vision un peu plus large, tu peux te dire ah ouais mais non là ça va pas, on pourrait faire différemment. C'est pour ça qu'on parle souvent de cet apport-là de la dimension fonctionnelle. Vous avez quand même besoin de travailler avec les personnes opérationnelles pour justement comprendre la globalité du service et du produit que vous devez produire. Ça en général, dans les petites boîtes, petites moyennes boîtes, tu l'as. Dans les grandes boîtes, tu l'as pas nécessairement. Oui. Moi, j'ai quand même plus de la chance. C'est que j'ai eu cet élément dans une moindre mesure parce que le manager qu'on avait partageait quand même pas mal d'informations. D'accord. Voilà. Il nous informait un peu, on savait c'était qui notre plus gros client. Bon, on arrivait quand même à suivre. Mais disons, ça n'allait pas beaucoup au-delà de ça. Et bon, je dois dire qu'à l'époque, ça m'intéressait pas nécessairement plus. Voilà quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on trouve. J'en ai moi-même fait l'expérience, c'est pour ça que je prends le temps d'en parler un peu, de le mentionner. D'accord. Alors Anastasia, moi ce qui m'intéresserait là à ce niveau du podcast, c'est on a parlé de justement tes débuts, les périodes de doute, certaines failles, et j'aimerais au contraire que tu nous parles du projet pour lequel tu es la plus fière ou le plus fier. Eh ben ouais, c'est une très bonne question. Alors honnêtement, je pense qu'il y en a, du coup 2. Le premier, c'est pas vraiment un projet, mais je vais répondre comme ça. Ça a été du coup d'arriver en ayant travaillé chez Welcome Track dans l'équipe data et d'avoir réussi à faire du data engineering jusqu'au bout. Parce que vraiment, je me suis dit, tu viens à peine d'acquérir les bases, tu vas pas tout de suite te mettre sur data engineering, et finalement ça a été un vrai challenge pour moi au début. Et le jour où j'ai réussi à aller au bout, à pouvoir échanger avec le métier, mettre en place des pipelines, etc., j'ai été vraiment très fière. Ça a été un moment d'ailleurs où je me suis posé la question, est-ce que tu ferais pas de la data? Non mais vraiment, parce qu'en fait la particularité de la data, c'est que justement t'échanges beaucoup avec le métier. Et je me suis dit, la partie communication, est-ce que ça marcherait pas, etc. Et puis finalement, après, être capable de changer d'équipe et me faire ma place tout doucement à chaque fois, pouvoir être référente sur certains projets. Je trouve que c'est une belle chose quand tu sors de formation. Bien sûr. D'accord. Aujourd'hui, avec tout le parcours que tu as eu, si tu devais le refaire. Ok. Est-ce que je le referais? Est-ce que tu le referais? Sans aucune hésitation. Après, je pense que j'aurais pris plus le temps de discuter avec des gens qui l'avaient fait avant. D'accord. Pour bien avoir en tête toutes les différentes étapes et les choses sur lesquelles j'allais buter. Parce que encore une fois, comme je le disais, tu pars du principe que tu sors de formation, c'est bon, tu vas être opérationnel et tout. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai. C'est clair. C'est pas vrai. Ça me fait aller à ma question suivante du coup, c'est, on dit là, on parle de ton parcours, du parcours d'une reconvertie qui a réussi sa reconversion. Parce que on travaille ensemble. Oui, c'est vrai. Quand je te laisse des trucs à faire, je suis pas stressé. Tu devrais. Tu vois. Donc qui a réussi sa reconversion. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, le mouvement est peut-être un peu moins intense, mais il y a encore des personnes qui soit font des reconversions ou se posent la question de faire une reconversion. Ces gens-là, quelles sont les questions qu'ils devraient, à ton avis, se poser avant de s'engager dans une reconversion? Quelle démarche est-ce qu'ils devraient pouvoir adopter
afin de, tu sais, de maximiser le pourcentage de chances de Ouais. réussir la reconversion, qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent? Alors, j'ai réfléchi à cette question plusieurs fois, mais je pense que pour moi, c'est important d'être entouré, d'une manière ou d'une autre. Si j'avais mieux pris les choses dès le départ, je pense que j'aurais cherché un mentor qui m'aurait suivi tout du long, à qui j'aurais pu poser des questions, à qui j'aurais pu faire part de mes craintes. En toute honnêteté, autour de moi, les gens qui ont vraiment réussi leur reconversion, souvent ils sont entourés. Que ce soit un copain, une copine, un proche. Je pense que c'est important d'avoir quelqu'un à qui tu peux parler de tes doutes, parce que tu vas en avoir beaucoup, et à qui tu peux poser des questions quand tu as honte de poser à tes collègues, par exemple, parce que on te l'a répété 3 fois et que c'est toujours pas rentré, ou alors que vraiment le mot qu'on t'a dit n'a aucun sens pour toi. Il y a ça. Il y a le fait aussi de parler à des gens, parce que tu vas te rendre compte rapidement, selon moi, que la formation ne suffit pas, et donc tu vas devoir prendre du temps sur ton temps personnel aussi pour essayer de monter en compétence sur des projets. Et il y a le fait d'avoir une expérience à l'issue de la formation. Ouais. Pour moi, c'est déterminant en fait. Si tu n'as pas cette formation, tu peux y arriver. On Bien parlait sûr. d'autodidacte. Oui, bien Il y a sûr. plein de gens qui sont autodidactes, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et bien choisir cette première expérience. Parce que, encore une fois que tu mets le pied là-dedans, Ouais. ça peut être soit décisif et tu es sur une lancée, tu vas avoir quelqu'un qui a confiance en toi, qui va te donner des chances, qui va te former, qui va t'écouter, ou tu peux avoir quelque chose qui va te dégoûter, Ouais. ou qui va t'enfermer, et là, retour à case départ. Il y en a beaucoup dans ma formation, par exemple, qui ont dû refaire une formation derrière. Ah. Ouais. Je dirais, tu vois, genre 10%. Ok. Qui ont refait une formation derrière. Mais c'est ce qui vous différencie également de vos écoles, de votre parcours scolaire, parce que je sais que dans les écoles d'ingénieurs, ils ont justement ce système de mentorat avec les anciens qui viennent également au sein des écoles pour échanger, faire un parcours d'expérience. Moi, il y a ça, mais je ne suis pas forcément convaincu que ce soit exactement dans ce sens-là qu'Anastasia l'évoque. Oui, il y a des alumni qui vont parler de leur entreprise, ce qu'ils font et tout, mais ça c'est un peu plus pour la projection dans le monde professionnel. Tu veux dire à Voilà. l'instant T. Ouais. Mais derrière, quand ton code il marche pas. Ils sont pas là. Il n'est pas là pour Ok, d'accord. t'expliquer quoi. Bon, D'accord. après, vu qu'on est tous dans la formation et qu'en général, quand ton code il marche pas, tu peux être sûr que il y a au moins 30% de la promo pour qui ça marche pas aussi bien. Donc, vous discutez entre vous. Ok. Voilà. Disons que c'est quand même différent parce que disons, nous, on a vraiment, disons, quelque chose de dédié. Tu vois. Je vois, ouais. C'est un peu genre, on nous formate pour qu'on soit en capacité de faire ça. Ouais. Donc, toutes les subtilités, tous les acronymes, c'est un bien grand mot, mais on nous met, je le dis comme ça, que c'est un peu tout dans la tête, D'accord. pour que derrière on puisse comprendre. Donc par exemple, quand moi je parle de ce qui s'est passé pour moi dans mon premier emploi, Ouais. tu vois, j'ai pas dit que je comprenais pas. Peut-être que le métier, je le comprenais pas bien, parce que c'est un domaine à part entière, ça c'est normal. Je suis d'accord. Mais le code, Tu connaissais. je finissais, je lisais, je voyais des trucs, je comprenais ce qui se passait, mais je me dis que j'étais lent, je me trouvais lent en fait. Donc c'est pas que je comprenais pas, Ok. c'est pas que je savais pas exactement ce que je faisais. J'avais une méthode, j'avais des outils que j'avais pour pouvoir avancer, mais je me trouvais lent. Donc elle, pour elle, c'était beaucoup plus difficile. J'ai compris, ouais. Voilà. Donc elle, je pense que quand tu parles de mentor, c'est Plutôt un vraiment comme je dis, soutien. un peu comme le rôle que ton frère et ton père Oui, ont c'est joué ça, pour c'est ça. toi. Ouais. Quand Mais t'as même commencé encore chez aujourd'hui, eux, hein. tu vois. Des fois, quand j'ai des vrais questionnements, alors on n'est pas du tout sur les mêmes technos, donc évidemment ils ne peuvent pas répondre à tout, mais même plus sur une question d'organisation, de lenteur, de façon de travailler, des fois pouvoir poser des questions, c'est important. Et justement, il y a un autre point par rapport à ça, ce que je donnerais en conseil, c'est accepter dès le départ que
tu vas te sentir bête et Ouais. l'impression que tu vas ne rien savoir parce que tu ne sauras rien. Ou tu sauras peu de choses. Et tout de suite comprendre qu'il y a plein de situations où tu vas dire j'ai pas compris, je comprends pas, je ne sais pas. Et si tu es déjà dans une mentalité, et j'ai vu des gens comme ça qui se disent non, je suis formée, je sais tout, nanani, nanana, cette mentalité en fait, elle va t'amener droit dans le mur dès le départ parce que tu vas rien apprendre en fait. Moi, c'est vrai que pour avoir vécu une reconversion également professionnelle, je sais que quand j'étais en cours, la plupart des profs disaient que quand on est dans un système de reconversion, il ne faut vraiment pas avoir l'idée d'un parcours initial. C'est vraiment se dire, vous avez le bagage, vous avez déjà l'expérience en entreprise. Donc là, aujourd'hui, on vous donne des billes pour faire autre chose. Mais vous pouvez le faire, vous pouvez être autonome. Et ça, je l'ai très très vite compris. Je pense que de la même façon que quand on commence un tout nouveau job, soit en sortie d'école ou même quand on change de job, il y a forcément une phase d'adaptation, une phase où il faut être en capacité de se dire il y a plein de choses que je ne sais pas et je viens apprendre. Oui. Je pense que c'est encore plus vrai pour des personnes qui sortent de reconversion. C'est clair. Voilà. J'aime bien utiliser ce mot. Il y a un peu une question d'humilité aussi à avoir là. Oui, bien Parce sûr. que, oui, comme tu dis, tu fais une formation de 4 mois, 5-6 mois même peut-être, qui est très intense, où on essaie de t'apprendre beaucoup de choses. Mais tu rentres dans un domaine où tu vas travailler avec des personnes qui soit travaillent dedans depuis plusieurs années, et d'autres qui ont eu des formations très longues pour aboutir là. En réalité, quand tu prends la chose de cette façon, tu te dis vraiment que 4 mois, quel que soit ce que j'ai fait, en 4 mois, partant d'une base, disons, 0, je peux difficilement arriver à être exactement au même niveau que ces gens-là. Il y a au moins 40 milliards de choses qu'ils ont vues que j'ai pas vues. Donc comment faut avoir ça à l'esprit, tu vois, et plutôt que ça décourage, que ça motive à apprendre. Je veux dire, il y a tout un monde, tout un univers à découvrir. Il y aura beaucoup de choses, ça va être intense. Parce que ça ne peut pas être autrement. C'est clair, Ça ne peut pas être autrement. Ça va être intense et faut que tout ça, ça puisse donner ce boost de motivation pour se dire, je vais apprendre. Complètement, mais c'est pour ça que la première structure est importante, parce qu'il faut que tu aies la place de le faire aussi, tu vois. C'est vrai. Et ça, c'est important d'avoir cette place, de poser les questions, de prendre le temps aussi, de te dire, bah là, je sais pas, je vais prendre du temps pour regarder la doc. Et tu vois, la petite digression, c'est là où cette boîte-là, Welcome Track, est quand même, disons, exceptionnelle, parce que si dans les grandes boîtes, il n'y a peut-être pas nécessairement la place pour quelqu'un qui vient, qui se cherche, qui, disons, sur les premières réunions, ne comprend ni le métier, ni la tech que vous faites, dans les startups, ça peut être pire. Ah oui, là, c'est parce que les startups cherchent à délivrer vite, très vite. Et donc, ils ont très peu de temps pour te former quelqu'un qui n'a pas déjà une certaine base. Souvent, les startups, justement, ils ont besoin, disons comme ça, des meilleurs, des plus performants. Des forces vives, comme on dit. Et donc, ça peut être vraiment pire, en fait, dans une petite boîte. Voilà. Je suis d'accord. Et là, pouvoir avoir une boîte qui sait délivrer, tout en laissant l'espace aux gens d'apprendre, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel, ça c'est sûr. Je fais une prise de recul par rapport à mon expérience également. Yann a parlé tout à l'heure d'humilité. Je vais reprendre son mot. Je partis du principe que quand tu es rentré dans le métier de la tech, tu avais une certaine expertise, d'accord ? Donc je suppose qu'un certain bagage, donc tu as évolué au fur et à mesure. Je suppose avec la rémunération qui augmentait aussi, ou peut-être pas. Et justement, le fait de se dire qu'on va peut-être régresser en termes de rémunération, est-ce qu'il ne faut pas une forte humilité pour accepter cela ? Honnêtement, ça peut être décourageant au départ de se mettre dans cette situation-là. De mon côté, les étoiles étaient bien alignées. Oh, très bien, d'accord. Dans le sens où j'avais la chance inouïe de revenir à Paris et du coup d'être logée par mes parents, donc pas avoir d'enjeux
financier majeur, tu vois, genre Mhm. à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'était une chance. D'accord. Je pense que j'aurais eu une maison à crédit, j'aurais été seule, etc. J'aurais peut-être repensé 2 fois. Ouais. Mais en fait, même là, finalement, les choses se sont bien faites dans le sens où j'ai réussi à avoir un financement pour ma formation. Il y avait un stage à l'issue de ça. Et puis finalement, la rémunération, elle suivait. Ok, Donc les choses se sont bien faites. d'accord. Parce que J'ai c'est eu de pas la toujours chance. le cas, Ouais. c'est vrai. Ok, très bien. On va chercher à conclure peut-être. Ouais, mais c'est super intéressant. S'il y a quelque Attends, chose parce que je crois que j'avais une autre chose à... Oui, par rapport au grand groupe, il y avait un point auquel je pensais tout à l'heure, c'est que, tu vois, chez Welcome Track, ce que j'aime, je fais de la pub Welcome Track. Fred, si tu m'entends. Mais ce que j'aime, c'est aussi la richesse des profils et le fait de pouvoir travailler avec des profils différents, justement, des gens qui ont fait de la tech toute leur vie et peut-être des profils un peu plus comme moi, biscornus. Bah, je trouve que c'est intéressant de travailler en équipe. Et dans les grands groupes, parfois, tu te retrouves à travailler avec que des gens qui sortent des mêmes écoles. Ouais. Et ça peut limiter un peu aussi l'apprentissage. Je trouve ça ultra enrichissant de travailler avec des profils différents. Alors, peut-être que vous trouvez pas ça intéressant, c'est une autre histoire. Mais moi, en tant que reconvertie, je trouve ça super intéressant. Non, mais non, je sais pas si tu te rappelles quand j'allais rejoindre Welcome Track, je me disais reconverti ou pas, c'est vous qui êtes là, c'est vous qui travaillez sur le produit au quotidien. Donc peut-être que moi je suis plus au point en Java que vous, mais pour savoir ce process-là en fait, c'est quoi sa place dans l'ensemble de l'architecture, bah, j'aurais forcément besoin de vous en fait. Donc t'as forcément, pour moi, quel que soit ton niveau en fait, il faut avoir cet esprit de je viens, je vais forcément apprendre. Si t'as pas, pour moi, si tu n'as pas ce truc-là, tu as déjà entre 30 et 40% d'échecs en fait. Ça va pas très bien se passer, en tout cas au moins au début. Parce que tu vas vouloir donner l'impression que tu sais tout, en fait tu sais rien. Ben, je te prends au mot et j'aimerais demander à Anastasia, qu'est-ce que tu as appris de plus sur ta façon d'être, ta manière de travailler au regard de cette reconversion? Alors, bah déjà, un point que j'avais complètement négligé le jour où je me suis lancée dans la reconversion, c'est à quel point mon passif a de la valeur. C'est-à-dire la communication, etc. Oui. Parce que dans mon métier au quotidien, je l'applique, tu vois. Je l'utilise pour discuter d'une spec, d'une idée, ou alors formaliser des discussions qu'on a eues, ou alors, bah, tu vois, j'avais participé au recrutement d'Yannick, et ça, je pense que ça m'a aidée, tu vois, toute cette partie-là. Et ce que j'ai appris sur moi, c'est aussi être la partie résilience. Très bien, ouais. Le fait que, oui, il y a plein de fois où j'ai voulu abandonner, où je me suis posé des questions. Même encore aujourd'hui, des fois, je me pose ma question, je me dis, est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que je suis capable de devenir complètement légitime? Mais je me dis, petit pas par petit pas, en fait. Et à un moment donné, tu peux pas... en fait, tu peux facilement te laisser écrouler par tout ce qu'il y a à apprendre et tout ce qu'il y a à faire. Et aussi comprendre que tu ne pourras pas tout savoir. Exact. C'est un puits sans fond. Donc à un moment donné, ça suffit. Voilà. D'accord. Et donc le futur pour Anastasia, comment tu le vois? Comment tu le perçois? Alors déjà, potentiellement à Strasbourg. Sans parler tech. D'accord, très bien. Belle ville, écoute. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai déjà rencontré un petit écosystème de développeurs sur place qui ont l'air très cool. Et puis du coup, continuer à apprendre. Je prends le fait de travailler avec Yann et Yannick comme une opportunité aussi d'apprendre plein de trucs. D'accord. C'est bizarre, mais je me considère encore comme junior. Bon.
Est-ce que c'est une bonne chose de se considérer comme junior? Alors oui et non, ça dépend des cas, je pense. Ouais. Il y a des fois où je pense qu'il faut vraiment apprendre à avoir confiance en ce qu'on fait. D'accord. Et ok. c'est un travail, mais c'est important aussi de se dire, bah là, je sais ce que je fais, ça suffit. C'est vrai. Ouais. Et puis il y a des fois où oui, se remettre en question, ça a du Exactement. sens. Ouais. Et puis non, bah, continuer à apprendre. Potentiellement, j'aimerais bien rester chez Welcome Track, hein, Ouais. voir là où ça peut mener. Ouais. Et plus tard, pourquoi pas avoir plus aussi une posture de management, Ok. avec une dynamique un peu plus engineering, manager, etc. Et là, ta communication va beaucoup t'aider. C'est ça, c'est ça, c'est ça, La boucle sera bouclée. Et ouais. Voilà. c'est ça. Et donc, pour conclure, Yann, qu'est-ce que tu dirais de ce riche parcours? Très inspirant, en tout cas. Eh ben, c'était C'est gentil. un échange très intéressant. Ouais. Voilà. Comme on disait, c'est un parcours, disons, exceptionnel, Ouais. qui est parti d'environnement exceptionnel en environnement exceptionnel, parce que la tech, c'est aussi exceptionnel. Excuse-nous. Voilà. Voilà. Et disons, si je devais, moi, retenir quelque chose dedans, enfin, résumer Ouais. en quelques mots, j'utiliserais les mots audace, Ouais. humilité, apprentissage. Mm. Voilà. Parce que c'est un parcours où elle a forcément appris au début, Bien sûr. commencer à travailler dans un domaine et retourner en apprentissage pour retrouver du sens, retrouver un peu de challenge Exact. et être toujours dans cet apprentissage. Ouais. Voilà. Pour moi, se reconvertir, c'est vraiment avoir cette capacité-là à se dire, en quelque sorte, je retourne à l'école. Et je recommence à zéro. Et je recommence à zéro. Je retourne apprendre Ouais. pour découvrir d'autres horizons, pour être en capacité de faire autre chose, sans pour autant oublier ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà acquis, Ouais. parce que en réalité, aucun domaine, encore moins la tech, Ouais. n'est totalement cloisonné. C'est Tout à clair. fait. Voilà. Ouais. Il y a des interactions en tous les domaines, en particulier avec la tech, parce que quel que soit ce que tu développes, c'est censé s'appliquer dans un métier, c'est censé servir à des gens. Exact. Donc il y a toujours un lien avec le monde réel. Voilà. Et je compléterai par résilience aussi. Mhm. Très important. J'aime bien. Alors, Anastasia, pour conclure, hein, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, par exemple, aux gens qui sont encore en plein doute, qui tâtonnent un peu, qui ont un entourage des fois qui n'est pas forcément favorable? Et donc, comment on surpasse cela? Alors pour moi, ce qui est essentiel, et que j'ai peut-être un peu négligé de mon côté, c'est de s'ouvrir aux autres, Ouais. de discuter, d'échanger, et de ne pas oublier qu'en fait tu fais pas ça tout seul dans ton coin en fait. Ouais. Tu as besoin de mentors, de gens qui peuvent te donner des conseils, et s'ouvrir aux autres, c'est une bonne première étape pour mieux peser le pour et le contre, voir D'accord. vraiment ce que c'est que la réalité du métier, Ouais. et puis après avoir du soutien pour pouvoir avancer. D'accord. Super. Mais j'ai adoré cette conversation, Yann. Très intéressant. Moi aussi, j'ai Très adoré. très enrichissante. Et nous espérons qu'elle va vous enrichir autant qu'elle nous enrichit nous. Donc comme d'habitude, nous avons été ravis de vous avoir avec nous. Est-ce que vous êtes des reconvertis? Pensez-vous à vous reconvertir, quel que soit le domaine, hein, pas nécessairement dans la tech? Quelles sont vos craintes? Quelle a été votre expérience de reconversion? Si vous l'avez déjà fait, nous serons ravis d'avoir vos retours et sommes toujours curieux de savoir ce que vous avez pensé de notre épisode. Merci de nous avoir écoutés. Et Au à revoir. bientôt. Au revoir.